Pourriture, c'est toi que j'aime. Tu es la graisse de mon système. Quand tout le pays va mal, ça fait grossir mon capital. Je fais honneur aux scélérats. Je vis des caisses de l'État. On ne peut pas parler de malgouvernance, d'une certaine façon de panafricanisme, d'unité d'action, etc. Et puis sur le terrain être absent. Donc, Ma belle allure est remarquable, honorée et respectable. Appelle-moi honorable. Encore son excellence, tout est une jolie pense. Faut que j'ai l'apparence. je me sers souvent de la musique dans ce que nous appelons chez nous des concerts pédagogiques. Donc je me sers souvent de cette musique-là à chaque fois qu'il y a des actions concrètes de terrain, des manifestations, des sit-ins, etc. Il y a toujours quelque part un micro qui n'est pas loin, des musiciens qui ne sont pas loin. Donc l'un dans l'autre, c'est des activités qui se complètent, quoi. Oh, je n'en sais rien, il faudrait peut-être lui poser la question. Ce monsieur a été extradé par les Français, par l'ambassadeur de France à l'époque, et depuis, il a obtenu la nationalité ivoirienne. Tout ce que je sais, c'est que la justice burkinabé aimerait bien l'entendre sur un certain nombre de dossiers. Et nous espérons que ça va commencer aussi par son petit frère, hein, qui est poursuivi pour l'assassinat de Norbert Zongo, le journaliste. Donc nous l'attendons impatiemment. La France, la justice française s'est prononcée favorablement pour son extradition. On attend maintenant que l'État français prenne ses responsabilités, tel que Macron est venu le promettre au Burkinabé à l'université de Ouagadougou l'année dernière. Non, elle ne peut convenir à personne. Ce n'est un secret pour personne que le pays est déstabilisé par de nombreuses attaques qui seraient liées entre guillemets au terrorisme. Je dis entre guillemets parce que c'est tout un tas de méli-mélo d'acteurs dont on ne sait d'où ils proviennent, parce qu'il y a des attentats et il y a des attaques qui sont revendiquées et d'autres non. Donc je pense qu'il y a un peu de tout, y compris de l'ancien réseau, du réseau de l'ancien président, puisque vous savez qu'il était lié à un réseau de terroristes et de trafic en tout genre dans la sous-région. Donc on ne peut pas exclure non plus que ses camarades d'alors soient aussi en activité dans cette tentative de déstabilisation du pays. La gouvernance non plus ne nous satisfait pas, hein, mais bon, en même temps, c'est le choix du peuple. C'est impossible que je me présente. Ça serait, d'une certaine façon, renier le travail que nous avons fait jusqu'ici en tant que mouvement de la société civile, mouvement citoyen. Évidemment, notre objectif n'est pas de conquérir le pouvoir, mais plutôt de servir de contre-pouvoir, une espèce d'organe de contrôle citoyen. On ne peut pas à la fois être gardien d'une maison et profiter de son confort. Il faudrait pour autant choisir avant de s'y engager, de s'engager dans cette mission-là. Par contre, ça ne m'est pas interdit de quitter le mouvement et éventuellement de me lancer en politique. Je n'en sens pas pour l'instant l'intérêt. Tant que j'aurai encore des choses comment dirais-je, tant que je pourrais servir encore dans la culture, dans le milieu musical, dans le rap, bon, ben, je pense que je resterai dedans. Moi, j'ai une enfance plutôt bien, je veux dire, j'ai la chance d'avoir des parents, enfin, j'ai eu la chance puisque mon père est depuis décédé, mais j'ai eu des parents qui étaient très compréhensifs, où il y avait une certaine forme de liberté d'expression à la maison, donc j'ai toujours dit ce que je pensais. Donc je crois aussi, c'est vrai, qu'on est souvent le fruit de nos éducations. Si on vous a très petit empêché de vous exprimer, c'est pas évident qu'en grandissant, vous puissiez avoir ce défaut ou cette qualité-là. En tout cas, moi je suis bien content d'être une grande gueule, je le dois à mes parents et merci parce que ça me permet d'assumer haut et fier mes convictions. La conscience politique, on l'a par rapport à son environnement, justement. Vous ne pouvez pas être issu d'un environnement dur. Quand je dis dur, c'est-à-dire pauvre en infrastructure, en besoins élémentaires, et puis ne pas vous sentir concerné, parce que vous vivez dans cet espace-là. Donc dès lors, même si vous ne savez pas que c'est comment dirais-je, c'est une formation, ça vous engage dans le politique au fur et à mesure, vous avez déjà une frustration à la base, vous avez des envies de revanche sur l'histoire. Et maintenant,
de pas être vite fait de vouloir concrétiser tout ça dans un mouvement citoyen, de mettre en branle tout un processus parce que vous comprenez que le problème est politique, donc la solution doit forcément être politique. Du fric et du Saint-Esprit, au diable la modestie. Faut que j'en profite avant qu'il ne me jette. Faire un max de fric avant la retraite. La jeunesse attend de prendre ma place. Mais c'est pas un bus, c'est un monoplace. Quand un jeune s'en serait fini en tête, sans mon argent c'est toujours la défaite. Un quota de femmes, ça c'est pour les textes. Mais sur liste attente, ça c'est plus correct. Ici malgré tout certains ont la cote. Je casse la cote en achetant des votes. C'est arrivé tout seul. Moi je me rappelle même que quand j'étais petit, à l'époque il y avait une des premières élections au Burkina, c'était l'UNDD et le RDA, à l'époque qui était assez fort, hein, le fameux RDA. Et on m'appelait déjà à cette époque monsieur le député, parce que j'étais passionné par les échanges là-dessus, UNDD, les pro-UNDD et les pro-RDA, parce que ça discutait beaucoup à la maison, parce que mon père était intéressé par les questions politiques. D'ailleurs, il a fini par faire une carrière politique. Donc, effectivement, j'étais très intéressé depuis le début, ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, vous écrivez des chansons qui sont revendicatives, même sans vous en rendre compte. Et puis, au fur et à mesure, vous commencez à indexer les choses que vous voulez qui changent. Et puis, bon voilà, donc j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, en fait. C'est pas venu récemment, quoi. Il y a une certaine constance dans le contenu de mes pensées depuis le début. Le 15 octobre 87, moi j'étais au lycée national des jeunes filles, très précisément. Je suis venu rendre visite à des amis. Et je me rappelle qu'on s'était même réfugié sous les tables bancs de la classe, parce que ça tirait partout. On était en plein cœur de Ouagadougou, c'était pas loin de la gendarmerie nationale et comment on appelle ça, de l'état-major général des armées. Donc nous, les enfants, on nous a tous demandé de nous regrouper sous les tables bancs là-bas. On ne savait pas trop ce qui se passait. C'est le lendemain qu'on a appris qu'il y avait eu un coup d'État. Mais jusque-là, on ne savait toujours pas si Sankara était mort ou pas, puisque le communiqué n'en parlait pas. On ne l'a su que plusieurs jours plus tard, et lorsque Blaise Compaoré a même dit que lui, il dormait tranquillement chez lui quand c'est arrivé. Ce qui est un mensonge éhonté, puisqu'on sait aujourd'hui que non seulement il ne dormait pas, mais il était déjà, comment dirais-je, prêt éventuellement, où le coup d'État ratait, à prendre son vol avec femme et bagages. Voilà, donc on sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas. C'est bien après, surtout qu'on n'avait pas tous les détails de l'affaire. Et comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de flou sur cet assassinat-là. Et il y a eu une grosse campagne de discréditation de Thomas Sankara, etc. Je me rappelle qu'à l'époque, sa femme même avait été accusée d'avoir détourné 60 millions dans une mallette ou quelque chose dans ce genre. Elle a dû bénéficier même de la protection de Bongo pour pouvoir s'exiler au Gabon. Et donc à cette époque, ce n'était pas du tout clair dans nos têtes. Il y avait beaucoup de communiqués qui tendaient à faire croire que Sankara n'était pas la victime, mais celui qui avait voulu tenter le coup d'État raté et que Blaise s'était défendu. Voilà, c'était un peu comme si c'est Sankara qui voulait faire le coup d'État et Blaise s'est simplement défendu. Voilà, donc il a fallu plusieurs années après que les choses commencent à s'éclaircir et de nombreux écrits aussi. Et puis après quelques témoignages pour qu'on comprenne ce qui s'était réellement passé. Voilà. Et à cette époque, j'étais pas, comme qui dirait, j'avais 16 ans à peu près, donc j'étais encore un adolescent. C'est vrai que j'ai été pionnier de la Révolution quelque temps à Wemtenga, mais on n'avait pas encore une vraie conscience politique. Hein. Nous, on disait la patrie ou la mort, etc., pour imiter, pour faire comme les autres, pour faire comme les grands. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se produisait, mais on n'en comprenait pas tous les enjeux. C'est bien plus tard, après, qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait partie d'une histoire qui a marqué tout un continent. Mais la diaspora africaine doit comprendre qu'elle a effectivement un rôle important et décisif à jouer dans l'avenir des nations africaines, en ce sens que
elle doit servir de levier ou de pression pour que justement les États dits occidentaux comprennent que non seulement le continent a besoin d'être réellement émancipé, mais qu'il a besoin d'une coopération franche et non hypocrite, c'est-à-dire dénuée d'exploitation comme on le voit aujourd'hui. Je vais parler par exemple, en tout cas dans les pays africains dits francophones, on voit bien qu'il y a une mainmise quelque part sur comment dirais-je, on est en train d'hypothéquer l'avenir de toute une jeunesse africaine avec la complicité de nos dirigeants qui malheureusement ne sont pas représentatifs de la volonté des peuples de se sortir de ce marasme économique-là. Donc je crois que la diaspora africaine a la possibilité, parce qu'elle est dans un espace plus ou moins préservé, je vais dire, où la liberté d'expression est encore possible, justement, elle peut s'exprimer, elle peut mettre la pression sur l'Union européenne, mettre la pression sur les grandes puissances comme les États-Unis et j'en passe, pour qu'effectivement les masques tombent et que le continent africain puisse décoller de lui-même. En plus de cela, la diaspora africaine peut aussi investir chez elle. Voilà. Quand je dis investir, ce n'est pas simplement rapatrier des devises, c'est des projets, c'est des visions, c'est comment dirais-je, des inventions. Voilà. C'est quand même terrible que les élites africaines qui finissent par s'exiler, en fait c'est le serpent qui se mord la queue, finissent par travailler aussi chez l'ancien colon, l'ancien exploitateur, et à faire finalement fructifier les économies de ceux qui nous ont exploités à une certaine époque. Il serait de bon ton qu'effectivement ces capacités-là reviennent à l'Afrique. Mais je suis d'accord aussi que les conditions doivent être intéressantes pour que ces cadres, ces jeunes cadres puissent effectivement s'épanouir sur le continent. Mais ils le pourront si effectivement ils encouragent le renouvellement de cette vieille classe politique dirigeante-là, et non pas s'ils jouent le jeu avec eux. Moi j'ai croisé des jeunes Africains de la diaspora ici, en Europe, qui malheureusement très souvent ont parfois même des marchés avec les dictateurs de nos pays sans que ça leur pose aucun problème. Je dis non, il faut commencer maintenant à nettoyer devant notre porte pour ne pas avoir à être obligé d'aller nettoyer chez les autres. Tout a une limite, mais maintenant la question c'est quelles sont les limites qu'on se pose à soi-même. Parce que finalement, un citoyen, comme je le disais tantôt, ce qui est malheureux, ne s'empare pas de toute la capacité qu'il a à pouvoir peser dans les décisions. Parce que vous voyez un citoyen qui, par exemple, ne s'intéresse même pas à aller voter, ne s'intéresse pas au programme des candidats, un citoyen qui ne s'empare pas des questions de redevabilité, qui n'interpelle pas les conseillers ou les maires sur la gestion des affaires publiques. Bon, voilà, c'est un citoyen qui ne participe pas au débat de l'Assemblée, quand bien même la Constitution lui permet d'y assister, etc. C'est aussi ce genre de citoyens-là qui font le lit de cette vieille classe politique dirigeante corrompue, parce qu'ils ont la possibilité, dans un système dit démocratique, de s'impliquer un peu plus dans le processus, d'avoir un droit de regard sur la façon dont les choses sont gérées. Et il faut que ça change. C'est pourquoi, au Balai citoyen, nous ne faisons pas simplement des actions, comment on appelle ça, d'interpellation des autorités, mais nous faisons aussi de la formation et nous faisons de la sensibilisation. On va dans les villages, on va dans les écoles, discuter avec les gamins pour qu'ils comprennent c'est quoi la démocratie, c'est quoi un système démocratique. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la façon dont la chose est gérée par nos dirigeants. Il faut leur inculquer cet esprit critique-là, cet esprit d'insoumission, cet esprit qu'on leur fait croire que quand une autorité vient dans un village faire un puits, on a l'impression que c'est lui qui a construit le puits, quand bien même ce sont les dividendes des uns des autres, les impôts des uns des autres qui ont permis de le faire. Donc les populations doivent comprendre que nos autorités sont à notre service et non pas le contraire. Le président d'un État, c'est avant tout l'employé du peuple. Donc le peuple a droit, a le devoir même de lui demander des comptes. Et ça, c'est une mentalité qui doit changer et qui va changer si effectivement on commence à enseigner ça très tôt
à nos jeunes frères et jeunes sœurs, de sorte qu'à un moment donné, plus aucun vieux crocodile ne pourra patauger dans la mare sans qu'il n'y ait de clapotis, en tout cas sans qu'il n'y ait de remous. Voilà. Quant à Kémy Séba, nous avons très peu de rapport avec lui. Nous ne sommes peut-être pas complètement en phase avec les idées de Kémy Séba dans l'ensemble, même si on reconnaît que certaines de ses idées sont vraiment intéressantes. Peut-être que c'est dans la forme, dans la façon de défendre ces idées-là. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas eu de proposition d'ailleurs de la part de Kémy Séba ou de son mouvement à une quelconque unité d'action. Ce que je sais, c'est qu'il avait un représentant, je ne sais pas s'il a toujours, de son mouvement à Ouagadougou, qui était un élément du CAR, une organisation de la société civile qui s'appelle le CAR, qui avait d'ailleurs été, comme il l'a lui-même dit, mise en place par les gens du MPP, le parti au pouvoir actuel. Et c'est ceux-là qui représentent Kémy. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure forme de représentation de son organisation. Mais après, au-delà de tout, ce qui compte, c'est l'efficacité. Et si ça leur permet d'être efficace, c'est l'essentiel. Nous, on a toujours été ouverts pour la collaboration avec d'autres mouvements depuis le début. Notre principe, c'est l'unité d'action. On est dans un réseau de mouvements citoyens qui regroupe quasi tous les mouvements citoyens du continent. Il y en a marre, la Lucha, Filimbi, ça suffit, etc., etc. Et voilà, ça fonctionne bien. On a une université d'été qui va, on appelle ça université d'été, je ne sais pas pourquoi, on va dire une université tout court, puisqu'on est en Afrique, à Dakar, et qui aura probablement lieu en février, qui devait avoir lieu en novembre, mais qui a été reporté en février. Donc de ce côté-là, en tout cas, ça roule. Mais pour revenir sur Kémy Séba, le boulot qu'il est en train d'abattre par rapport à la question du franc CFA, qui me semble primordial, est très intéressant et nous l'encourageons dans cette voie en tout cas. Voilà. Sinon que c'est un combat qui n'a pas démarré aujourd'hui, qui a démarré déjà, ça fait plus d'une cinquantaine d'années. C'est un combat de longue haleine. Et lui, il a utilisé une autre formule pour remettre ça au goût de l'actualité. Et c'est un beau coup. Ça commence à porter des fruits, puisqu'on voit de plus en plus le débat revenir sur la table. Mais je dis et je répète que la question du développement de nos États africains n'est pas uniquement liée au franc CFA. Le franc CFA n'est qu'un appendice, même si c'est un appendice important. Il y en a beaucoup d'autres. À commencer d'abord par mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, qu'on change la monnaie ou on peut changer tout ce qu'on veut. Si on a des gens corrompus qui sont au pouvoir, des inféodés, des marionnettes, on ne s'en sortira pas. Pourriture, c'est toi que j'aime. Tu es la graisse de mon système. Quand tout le pays va mal, ça fait grossir mon capital. Je fais mon euro scélérat. Je vis des caisses de l'État. C'est l'argent du contribuable, mais ça devient 2 ans de temps. Honoré et respectable, appelle-moi honorable. Oui, mais Bob Marley sommeille en tout Africain, je pense. Ce sont des paroles qui touchent, ce sont des paroles qui précisent, de belles mélodies. Et effectivement, le Get Up Stand Up est devenu aujourd'hui plus célèbre que celui-là même qu'il a initié. Non, c'est une coïncidence. Vous allez me dire après comme Rawlings, Sankara c'était pas Métis non plus, Lumumba non plus, Kwame Nkrumah non plus, Malcolm X non plus. Je crois que ça n'a rien à voir ni avec la couleur de peau, ni avec les origines. C'est simplement une question de conviction, je vous l'ai dit. On a ou on n'en a pas des convictions. Voilà. Et lorsqu'on a des convictions, on a envie de les défendre, de pouvoir se regarder dans une glace et de se dire j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma part de travail. Comme disait l'autre, à chaque génération, il appartient de jouer sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. Et nous avons choisi de l'accomplir. Quand on dit que la lutte continue, c'est pas pour rien. Les gens croient qu'il faut arrêter de lutter parce qu'on dit oui, on a lutté, on a fait fuir un dictateur, on a fait disparaître un régime tortionnaire et puis il y en a un autre qui arrive derrière. Mais non, mais l'autre, la lutte continue. C'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Nous, quand on prend l'histoire, on regarde bien la Révolution française a accouché de qui? L'Empire de Napoléon, un des pires dictateurs. La Révolution russe a accouché de qui? De Staline. Donc,
ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Il faut continuer de lutter. Nous, on a eu la possibilité aujourd'hui de mettre fin à la non-alternance. Aujourd'hui, l'alternance qui était un vœu cher au Burkinabé est devenue chose concrète, verrouillée dans la Constitution. Plus aucun président ne peut faire 2 mandats. C'est déjà une victoire. On a réussi à dissoudre le régiment de terreur du RSP, de la sécurité présidentielle, qui faisait peur à tous les Burkinabés. Il a été dissous. C'est aussi une victoire. On a séparé l'exécutif du judiciaire. C'est encore une victoire, etc., etc. De nombreuses avancées ont été faites sur les questions de droits humains, de libertés individuelles et collectives. Maintenant, et même de clientélisme. On a interdit les gadgets dans les campagnes, il n'y a plus de gadgets, on ne peut plus le faire. Avant c'était possible, aujourd'hui la loi ne le permet plus. On a interdit aux militaires de pouvoir briguer, participer aux élections tant qu'ils n'ont pas quitté leur corps d'armée 5 ans auparavant. Ça aussi c'est une avancée. Donc il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été, beaucoup d'acquis grâce à cette insurrection. Elle n'a pas du tout été vaine. Aujourd'hui, il appartient aux citoyens burkinabés de poursuivre cette lutte-là pour qu'enfin les personnes, enfin ceux-là qui auront en charge l'avenir de la société burkinabé puissent être des gens crédibles, des gens intègres, des gens qui voient plutôt le bonheur de leur peuple plutôt que leurs intérêts personnels. Ça, c'est mettre les bonnes personnes qu'il faut. Et ça, c'est un travail, comme je disais tantôt, de changement de mentalité, donc de formation idéologique et politique, mais aussi c'est un travail il faut que les citoyens s'intéressent à la gestion de la chose publique, qu'ils s'intéressent à la chose politique pour que ça change. Voilà, et on a du boulot. Et pour toutes ces odeurs de pourriture qui remontent, j'utilise un cache-nez.